J'aimerais maintenant vous parler de plusieurs choses desquelles j'ai pas eu le temps de parler dans les autres vidéos, des éléments pourtant importants. Donc j'aimerais revenir sur 4-5 points intéressants pour la modélisation. Premier point, déjà, pour la liaison des murs. Quand on a tous les murs qui sont dans le même matériau, il n'y a aucun problème. Quand on a plusieurs murs dans divers matériaux, des fois on a des problèmes de liaison qu'on a du mal à résoudre. Alors je m'explique. On va commencer par créer donc un mur. J'ai créé un nouveau matériau ici, puisque tous ces murs-là étaient faits en béton. Je vais créer un nouveau matériau ici tout en brique. Donc c'est le même mur, la seule différence c'est que à l'intérieur ici j'ai mis un matériau brique. Donc quand je vais venir le dessiner ici et l'aligner, voilà. Alors je vais juste le raligner par rapport au bord. Bon, ça déplace mon mur, peu importe. Si je cherche à l'aligner maintenant par rapport à l'extrémité extérieure ici, en fait, si je souhaite que ce soit mon mur en brique qui termine ici, et mon mur en béton qui s'arrête là, c'est ça que je veux faire. Donc si je prends mon cheveu là, on voit que ça ne fonctionne pas. Si j'ajuste celui-ci ici, ça marche pas non plus. Alors je suis un peu bloqué, quoi. Je sais pas trop comment faire. Alors à part ramener celui-ci très loin, enfin refaire l'ensemble du truc pour que ça fonctionne, je suis un peu bloqué. Pour ça, il y a une commande assez pratique qui s'appelle jonction des murs, qui nous permet tout simplement de sélectionner un nœud. Donc une jonction de deux murs, de 3 murs ou plus d'ailleurs. Donc on voit qu'il met un petit cadre autour, il y en a plusieurs. Je peux en sélectionner. À chaque fois qu'il y a une jonction, je peux sélectionner pour choisir comment est-ce qu'elle s'effectue. Donc j'en sélectionne un, et là on voit que je peux choisir différentes configurations avec le bouton précédent et suivant. Alors dans ce cas-là, il n'en existe que deux, parce qu'il n'y a que deux murs qui se croisent que de deux façons différentes, c'est soit celle-ci, soit celle-là. Donc voilà. On voit que c'est pas intéressant. On voit aussi que c'est pas un onglet. C'est pas forcément intéressant pour nous. Si on avait des éléments en bois, par exemple, ça pourrait être intéressant. Ça fait une coupe à 45, mais bon, c'est pas. On préfère les abous en général. Et également, point de vue finition, on peut mettre ou pas le joint enfoncé. Ici, on voit que ça le met en plus gras. Donc voilà, c'est un élément assez intéressant. Ça fonctionne également quand on a des choses un peu plus compliquées. Par exemple, si j'avais ici un mur en biais et un nouveau mur qui repartirait de ce mur en biais ici, par exemple. Voilà. Si je veux que ma jonction se fasse différemment que de la façon qu'elle est représentée ici, je sélectionne mon nœud, et c'est pareil, je continue jusqu'à avoir quelque chose qui me plaise, graphiquement. Donc on voit qu'il peut y avoir beaucoup de solutions. D'ailleurs, des fois, il vous affiche, attention, il y a plus de 50 solutions, ça reste un petit peu long. Donc voilà, c'est quand même un outil assez intéressant, qui me permet de faire pas mal de choses. Voilà, pour finaliser nos plans. Un autre outil qui nous permet également de finaliser les plans, si vous avez fait tout le plan avec tout le matériau et qu'il y a encore des choses, des aspects qui ne sont pas satisfaisants, il y a une petite technique de triche qui existe pour les traits, qui se situe ici, qui vous permet de redessiner les traits comme vous le souhaitez. Donc si par exemple ici je ne souhaitais pas que ce soit un trait gras mais un trait fin, mais que le reste soit un trait gras, alors bien sûr si c'était tout le mur que je voulais en trait fin, je modifierais dans les options de visibilité. C'est un trait ponctuel et que c'est un petit peu compliqué à définir automatiquement, je peux toujours utiliser cette technique-là. Donc je choisis la ligne qui va remplacer ma sélection. Et on voit que quand je sélectionne ma ligne, automatiquement elle se transforme. Donc voilà, ça peut être intéressant pour finaliser un plan. L'idée c'est pas de faire tout un plan comme ça n'a aucun intérêt, c'est vraiment pour les éléments ponctuels qu'on n'arrive pas à résoudre autrement, ou ce serait trop long à résoudre autrement pour le bénéfice que ça apporte au plan. Donc voilà, deux techniques visuelles intéressantes. J'aimerais vous reparler également d'un autre élément, c'est pour tout ce qui est fond de plan, on n'en a pas parlé encore. Donc quand je suis par exemple au sous-sol ici, j'ai un plan architecte qui est assez intéressant puisqu'il a été dessiné au niveau sous-sol par l'architecte, il a coupé ses murs à 1 mètre de hauteur, et il regarde vers le bas, donc il regarde le plancher bas. Nous en structure, on coupe les murs à peu près au même endroit, et on regarde vers le haut, vers le plancher haut. Tant que je dessine les murs, aucun problème. Ce fond de plan là me va très bien. Je suis au sous-sol, je dessine les murs du sous-sol dessus. Ça fonctionne bien. Par contre, au moment où je vais vouloir dessiner la dalle que je vois ici, c'est la dalle basse du sous-sol. Donc elle ne m'intéresse pas du tout. Quand je vais dessiner la dalle, moi, ce qu'il me faut, c'est la dalle basse du rez-de-chaussée. Et donc la dalle haute du sous-sol. C'est ça qui m'intéresse, parce que je regarde vers le haut.
Donc il va falloir, par un moyen ou par un autre, que j'affiche mon plan du rez-de-chaussée sur cette vue-là, pour pouvoir dessiner ma dalle. Alors dans ce projet-là, c'est pas très parlant, puisqu'il n'y a pas beaucoup de différence entre les dalles, il n'y a pas beaucoup de trémies. Quoique, on peut dire qu'ici, finalement, même s'il y a un escalier, il n'y a pas de trémies prévu sur le plan architecte, puisqu'on regarde vers le bas. Donc il n'y a pas de trémies. C'est le sous-sol, c'est le niveau le plus bas. Il n'y a pas de trémies. Alors sur le niveau du dessus, il devrait y en avoir une, même si elles ne sont pas schématisées. Donc pour afficher ici mon niveau architecte du rez-de-chaussée, on voit qu'ils sont bien tous activés ici. Il ne s'affiche pas parce qu'il n'apparaît pas dans la plage de vue. Une première solution pourrait être de modifier la plage de vue. C'est un peu périlleux à faire ça à chaque niveau alors qu'on s'est embêté, on a vu que c'était assez difficile à définir. Une deuxième solution pourrait être de se mettre sur les élévations ici, de venir par exemple sélectionner uniquement mon rez-de-chaussée, voilà mon plan architecte du rez-de-chaussée, et de venir ici le déplacer au sous-sol. Je le déplacerai au sous-sol en cliquant ici. Du coup, il apparaîtrait ici. Il faudra que je masque mon niveau tout seul. Enfin, c'est un petit peu compliqué aussi. Il y a une autre technique qui est beaucoup plus simple qu'on va privilégier. C'est le niveau de fond de plan qu'on voit ici. Ça sert à quoi? En fait, ça vient afficher tout un niveau complet en grisé, en quelque sorte, en atténué. Donc on voit que tous les niveaux qu'il me propose, ce sont des niveaux que j'ai créés moi. Hein. Donc là, l'idée serait d'afficher le rez-de-chaussée. Je sélectionne. Et on voit qu'il m'affiche tout mon rez-de-chaussée en grisé, donc y compris les éléments que j'ai dessinés moi sur le rez-de-chaussée, mais aussi les fonds de plan. Alors tout ce qui me reste à faire du coup pour ce plan-là, pour y voir un peu plus clair, c'est de désélectionner le sous-sol temporairement pour pouvoir dessiner mon rez-de-chaussée. Et là voilà, j'ai donc bien mon plancher bas du rez-de-chaussée qui correspond à mon plancher haut du sous-sol, et je vais pouvoir dessiner ma dalle par rapport à ce plan-là. Donc une technique assez intéressante qui peut servir à autre chose, c'est nous on avait fait les impacts du niveau supérieur pour dessiner le niveau inférieur. C'est une très bonne technique, c'est d'ailleurs la meilleure je pense, puisque dans tous les cas on aura besoin des impacts. Mais on pourrait aussi choisir un fond de plan temporaire pour dessiner. Ça fait à peu près la même chose hein, finalement, c'est un petit peu comme des impacts ici. Sauf que graphiquement c'est moins intéressant parce que c'est moins paramétrable. Mais c'est une technique à peu près similaire sinon. Je vous encourage à garder les impacts, puisque de toute façon il faudra qu'ils apparaissent sur le plan final. Donc voilà une technique de fond de plan assez intéressante. Je peux ensuite revenir en arrière, aucun fond de plan, et du coup réactiver mon plan du sous-sol. Donc ça c'est la deuxième chose que je voulais voir. La troisième chose, c'était les toitures. Alors c'est pareil, c'est pas forcément un modèle ici qui se prête vraiment à faire les toitures, mais je vais quand même vous montrer dessus. Et je vais mettre sur le niveau supérieur, R+2, et dans l'onglet architecture, on peut faire des toits ici. Donc c'est la troisième raison pour laquelle vous pouvez venir dans l'onglet architecture. Je vous rappelle, c'est les portes, les fenêtres ou le toit. A priori, tous les autres éléments ne vous serviront pas. S'il y a aussi escalier. Donc le toit. Je vais vous apprendre le toit par extrusion qui est le plus intéressant dans notre cas ici, et le plus simple à comprendre. Sachant que le toit par tracé, on l'a déjà plus ou moins vu dans les dalles, c'est exactement la même chose, donc si vous avez besoin d'utiliser, référez-vous à la vidéo des dalles. Il n'y a vraiment aucune différence dans l'utilisation. À part le raccord au mur qu'on va voir là. Le toit par face, ça ne nous intéresse pas, c'est peut-être un peu plus pour un côté architecture, enfin, en tout cas je ne connais pas. Donc le toit par extrusion, il va me demander de choisir un plan sur lequel je vais dessiner mon extrusion. Comme toute extrusion, je vais dessiner un élément soit linéaire, soit surfacique. Ici c'est un élément linéaire. Et après je vais définir une profondeur sur laquelle il s'applique. Donc je vais choisir un plan sur lequel je vais dessiner mon trait. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Donc je vais prendre cet axe ici, numéro 1. Il me demande dans quel sens je veux le voir. Moi je vais regarder depuis l'est, ici. Élévation est, qui est celle-ci. Voilà, donc il me bascule dans la bonne vue. Il me demande quel étage, bien sûr dernier étage niveau 2, et pour le moment aucun décalage. Je passe en mode esquisse, ici. Et donc je vais venir définir mon toit. Donc je définis comme je veux à la limite. Là voilà, un toit à 45 degrés jusqu'ici. Théoriquement, ce qu'il faudra faire pour faire les choses bien, c'est insérer ici un plan DWG, architecte, en coupe, sur lequel je pourrais redessiner mon toit. Ce sera intéressant. Ici j'en ai pas sur ce projet-là. Mais ce sera ça le plus intéressant pour optimiser mon temps. Bon, on va faire quelque chose d'un petit peu plus sympa aussi, là, comme on a une liberté absolue. Voilà, un petit toit architecturalement sympa. Donc on voit que je suis très très libre dans mes formes, je peux faire presque ce que je veux. De toute façon, après la découpe suivra automatiquement en arrière.
Donc voilà, j'ai défini mon profil de toit, ici. Je valide mon extrusion. Et donc on voit qu'il m'a mis un toit avec une épaisseur. Cette épaisseur est paramétrable exactement comme pour les dalles ou comme pour les voiles ici. On peut en créer des familles différentes et modifier ici les épaisseurs. Exactement comme pour les dalles et pour les voiles. Ça correspond à quoi physiquement? Ça va être en fait la différence entre le faîtage ici, le niveau haut fini du toit, et en dessous l'arrêt des murs de structure. Les murs vont s'arrêter au niveau du dessous. Donc finalement c'est la différence entre le faîtage et le mur. Donc tout ce qui est entre les deux. Donc voilà comment on trouve cette épaisseur là. Donc on va la trouver sur les plans architectes notamment. Si je retourne sur la vue 3D, donc on voit ici qu'il m'a bien fait tout mon toit. Alors le toit en lui-même ne m'intéresse pas beaucoup, puisqu'à priori je vais le masquer plus tard. Son seul intérêt c'est qu'il va me permettre d'arrêter tous mes murs en dessous et de les découper automatiquement à la géométrie. Pour ça, comment je vais faire? Donc pour le moment aucun mur n'est raccordé. Je vais sélectionner tous mes murs, je vais faire un filtrage ici pour n'avoir que les murs. Je pourrais aussi prendre les poteaux éventuellement, mais ça n'aura pas beaucoup de chance ici. Je vais prendre que les murs. Et je vais venir, ici on voit la commande, les attacher. Et donc je vais attacher à un toit. Attacher, je prends mon toit. Et voilà, il me les prolonge automatiquement. Donc on voit que là mes murs se sont arrêtés sous voile. Donc on peut faire des choses assez sympas et assez facilement grâce à cette technique là. Alors pour tous les murs qui sont déjà contraints sous une dalle, il faudra les décontraindre pour qu'ils s'arrêtent sous le toit. Ici ils sont contraints par rapport à la dalle pour le moment. Voilà. Pour un résultat graphique plus intéressant, puisque comme je vous le disais le toit ne nous intéresse souvent pas, on peut tout simplement le masquer ici dans les visibilités graphisme. C'est quelque chose d'assez commun. Toit. Donc voilà le résultat. Donc c'est bien, c'est simple, et en plus très modulable, puisque comme toute esquisse, on peut aller modifier plus tard ces éléments. On clique sur le toit, on fait modifier esquisse, et on peut ensuite modifier. Voilà, c'est une solution à privilégier absolument à l'esquisse de mur. Alors l'esquisse de mur, pour rappel, c'est quand je sélectionne un mur, j'ai accès directement ici à modifier le profil. Et je pourrais, les murs un par un, modifier leur cote. Leur cote et leur profil ici, pour faire quelque chose qui m'intéresse. Bon, c'est déjà beaucoup plus compliqué parce qu'il faudra le faire mur par mur. Voilà, vous voyez, ça fait un peu le même résultat. Il faudra le faire mur par mur d'une part, et de seconde part, enfin c'est très loin à modifier, c'est très loin à reprendre. Alors beaucoup d'architectes aiment bien travailler comme ça, ce qui nous oblige nous à reprendre des plans d'arrière. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Bon, privilégiez absolument les toits, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide, beaucoup plus modifiable aussi par la suite. Donc voilà. Je voulais également voir quelque chose qui va être intéressant pour nous. D'ailleurs, j'en ai un ici que je vais supprimer pour l'exemple. Alors, il y a un défaut dans Revit, puisque Revit a été créé à la base plutôt pour architectes. Bon, tout doucement, il passe à la structure, mais il y a encore des aberrations qui sont un petit peu dérangeantes, notamment pour annoter un niveau en épaisseur et en hauteur, une dalle, je veux dire. On a souvent un rond tout le temps, un rond qui s'affiche. Donc là, on a l'épaisseur et le niveau de la dalle. Alors, ça n'existe pas dans Revit. On peut éventuellement retrouver le niveau grâce à la commande ici cote élévation qu'on a déjà vu. En prenant la dalle, et il me retrouve le niveau. Ça, c'est possible. Après, on peut changer le style graphique pour avoir quelque chose qui nous intéresse beaucoup plus, avec un rond autour et tout ça. Mais on ne pourrait pas récupérer l'épaisseur de dalle. Pour ça, on est obligé de tricher. Alors, pour information, enfin, c'est pas de la triche en fait, c'est de la. On utilise des familles d'une façon assez avancée. Pour pouvoir justement modifier ça, enfin, pour pouvoir pallier ça. Donc pour ça, comment on fait? Alors je vais charger les familles. Alors là du coup, pour le coup, c'est pas une famille comprise dans le dossier de Revit, c'est une famille qu'on a développée nous, grâce au PDF que vous avez en joint. Nous, on l'a découvert de la même façon que vous, vis-à-vis de ce PDF, on a suivi la méthodologie, on l'a créé. Sauf que depuis, on utilise des éléments beaucoup plus puissants parce qu'on a pré-maîtrisé beaucoup mieux les familles. Et donc, on peut les utiliser, enfin, on a pu optimiser les choses, notamment faire la différence entre niveau brut et fini de manière beaucoup plus efficace, rajouter les charges sur les dalles ou les sens de portée, des choses comme ça. Donc, dans la famille Revit, j'en charge deux, on verra à quoi correspondent chacune. Un masque de niveau de dalle, qui est en fait une fondation, c'est un peu curieux, et une étiquette. Donc, je les charge. Voilà. Donc comment je vais faire?
eh bien, je vais insérer assez bizarrement une fondation, donc une fondation qui s'appelle masque de niveau de dalle sur ma dalle, ici. Alors on voit qu'elle est invisible. Pourquoi? Parce qu'elle a été définie, la famille a été créée comme ça, je vous renvoie vers le PDF, pour n'être visible qu'en qualité moyenne et faible et pas en élevé. Comme ça ne s'imprime pas à la fin, sur le document final. Et donc on voit que ça va insérer une fondation. Sur la 3D, on peut voir qu'elle est bien ici. Et cette fondation va, elle, être capable de récupérer l'épaisseur de la dalle. C'est pas de la magie, hein, c'est des familles. Il faut juste aller voir comment ça fonctionne après. Et donc c'est cet élément-là qu'on va lui annoter avec l'épaisseur de dalle. Donc si je me mets sur le R+2, que je la note, donc là c'est le symbole d'annotation que j'ai chargé automatiquement. Voilà, on voit qu'il me récupère bien l'épaisseur et la hauteur. Et si je viens me débarrasser en dessous la petite fondation qui sert à rien, voilà. Donc ça du coup par contre ce qui est très intéressant, même si c'est un petit peu compliqué et bizarre, c'est que si je modifie ma dalle, tout ça, ça va suivre automatiquement, aussi bien en niveau qu'en épaisseur. Alors c'est un petit peu aberrant comme solution, nul doute que ce sera mis à jour dans les versions futures sur Revit, parce que là c'est un petit peu bizarre.